Dans l'actualité de ce mardi, des transporteurs menacent de bloquer les activités au port autonome de Dakar. Ils fustigent la décision du directeur d'interdire le stationnement des conteneurs vides dans le port. La mesure est rentrée en vigueur aujourd'hui. Les transporteurs sont furieux, vous le verrez. La colère gronde également à l'hôpital Abbas Ndao. Les travailleurs dénoncent l'autoritarisme du directeur de l'établissement. Il prévoit des mouvements de contestation en série, dont une grève après-demain jeudi. Ces professionnels de la santé ont fait face à la presse aujourd'hui. Les détails dans cette édition. Une centaine de familles désemparées à Diourbel. Leurs habitations ont été emportées par les eaux de pluie. Comble du désastre, les maraîchers de la zone ont perdu tout espoir de récolte. Ils réclament le plan national d'organisation des secours urgents signalés. Et puis sur l'international, le chef de l'État Macky Sall a participé à la réunion de la CEDEAO sur la situation au Mali. Les résolutions sont attendues. Le Mali qui est en deuil avec la disparition de son ancien président, le général Moussa Traoré. Mais d'abord, allons à Touba. Mohamed Djodjop, bonsoir. Mohamed Djodjop que nous avons perdu mais que nous allons retrouver. Retenez l'information que nous venons d'apprendre en même temps que vous. Touba Tchakanam a annoncé la mort par accident de 2 personnes qui prenaient part aux opérations de creusage pour le drainage des eaux de pluie sur la route de Tokorba. Malgré la prise par l'association de fortes mesures de sécurité, il n'a pas été possible d'empêcher l'effondrement d'un amas de sable sur ces 2 personnes. L'association Touba Tchakanam en a tenu à informer le khalife général des Mourides qui regrette l'accident et présente ses condoléances aux familles des victimes et à la communauté mouride. Nous aurons Mohamed Djodjop en direct de Touba dans un instant dans cette édition. Je vous le disais en titre, à partir d'aujourd'hui, les conteneurs vides ne resteront plus au port autonome de Dakar. Cette décision du directeur ne passe pas aux yeux des transporteurs. La mesure est injuste selon eux. Ils menacent de bloquer le port. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Younous Diatta. De ce 15 septembre, aucun conteneur vide ne sera accepté à l'intérieur du port autonome de Dakar. Une décision de la direction générale de l'institution qui fait jaser au port où armateurs et transporteurs se crêpent le chignon. Les transporteurs accusent les armateurs de vouloir défier l'autorité portière. Aujourd'hui, ils ont refusé de prendre les vides. Par ricochet, ils ont bloqué les châssis des transporteurs, qui aujourd'hui, ne pouvant pas débarquer les vides, n'ont aucune possibilité pour aller chercher les pleins. Ça va créer aujourd'hui une congestion, ça c'est certain, mais ça va créer aussi des ruptures de stock. Et ça, si ça continue, et que les autorités ont eu à organiser par arrêter le transport et la livraison des conteneurs, on a vu que c'est une défiance aux autorités de ce pays. Pour l'heure, beaucoup de terminales sont bloquées au niveau du port par les transporteurs. Pour eux, pas question de négocier. Nous ne travaillons pas, eux aussi ne vont pas travailler. Et que si demain on ne va pas chercher les pleins, le port va... Déjà, il y aura une congestion. Parce que depuis haut n'aura pas d'espace pour débarquer les navires. Donc ils seront en rade. Et ça, les armateurs savent qu'un navire porte-conteneur en rade, ça coûte entre 10 000 et 15 000 $ par jour. Il déclare que si, dans 4 jours, rien n'est fait, l'économie nationale risque d'en pâtir. Je vous le dis, dans 4 jours, la situation continue comme ça, que nous ne sommes pas en mesure de décharger les vides pour aller chercher les pleins, ça va être un blocage de l'économie de ce pays. Voilà. Le gouverneur est au courant, la police est au courant, la gendarmerie est au courant. Ce que nous faisons, nous le faisons légalement. L'arbitrage des autorités compétentes est demandé par les transporteurs en vue de trouver une solution définitive. D'humeur refont surface à l'hôpital Abbas
Les travailleurs vont multiplier les formes de contestation cette semaine. Selon eux, rien ne fonctionne à l'hôpital depuis 3 semaines. Par ailleurs, ils dénoncent un abus de pouvoir du directeur de l'établissement. Voyons tout cela avec Fat Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. National hospitalier Abass Ndao de Dakar, les travailleurs ont entamé une semaine d'action pour se faire entendre. Lundi 14 septembre 2020, sitting. Mardi 15 septembre 2020, point de presse au siège de la FGTS. Mercredi 16 septembre 2020, sitting. Jeudi 17 septembre 2020, grève générale d'avertissement. Vendredi 18 septembre 2020, évaluation. Selon eux, la situation au sein de la structure hospitalière est plus que délétère. Face à la presse ce mardi, les travailleurs dénoncent les nombreux problèmes que rencontre leur structure sanitaire. Ces problèmes ont pour nom surfacturation, marché de clientèle, impunité et inégalité dans le traitement du personnel par l'administration, rupture de réactifs et de consommables, dysfonctionnement de tous les services, non-exécution à ce jour des marchés de l'année 2020. Mais aussi l'abus de pouvoir dont fait montre le directeur à l'endroit du personnel. À cela s'ajoute un abus de pouvoir sur la représentante du personnel suite à une réunion de compte-rendu. Parce que je lui ai posé la question, vous avez parlé de 55 millions ou 57, il m'a dit 65 millions. Donc quand il présentait les recettes, il avait omis cela. C'est quand je lui ai posé la question que le directeur est intervenu pour me dire qu'il me retire la parole. Très remonté contre l'autorité, les travailleurs exigent l'audit financier de l'hôpital dans les plus brefs délais. Le champ soucieux du devenir de la structure pour l'intérêt des patients dénonce avec force et vigueur ces dysfonctionnements et ces hold-up au détriment des patients et exige que des audits soient faits en vue d'amener la lumière sur le fléau qui gangrène la structure. Les travailleurs de l'hôpital Abass Ndao demandent l'aide de l'autorité étatique pour venir régler la situation qui prévaut au sein de leur structure hospitalière. Merci Fat Bintou. Et on en vient à la situation épidémiologique avec ces 208 militaires sénégalais revenus de mission testés positifs au nouveau coronavirus. Ces soldats sont des éléments de la force ouest africaine en Gambie, tous des asymptomatiques. Ils étaient internés au centre Guéréo. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. La direction de la santé des armées nous a notifié 208 militaires de retour de mission testés positifs à la Covid-19 et suivis régulièrement dans les services. Des soldats qui étaient en Gambie dans le cadre de la mission de la CEDEAO, plus de 200 testés positifs au coronavirus rentrés au pays il y a une quinzaine de jours, ils ont été internés au centre Guéro. Tous des asymptomatiques, après 10 jours de traitement, ils ont été libérés selon le protocole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils ont été testés négatifs. Les soldats font partie du bloc régional des 15 nations déployées en Gambie. 600 soldats sénégalais au total mis en quarantaine à la suite de la mission. Pour rappel, ils étaient en Gambie pour la restauration de la démocratie depuis le 19 janvier 2017. Une mission de la CEDEAO qui avait comme objectif de faire partir Yaya Jammeh, qui avait voulu confisquer le pouvoir après sa défaite contre Adama Barrow. Merci Mamadou. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Union européenne a donné aujourd'hui des moyens techniques et des produits sanitaires aux forces de sécurité intérieure sénégalaises. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre l'UE et le Sénégal, SENSEC-UE. La cérémonie s'est déroulée à l'École nationale de police en présence du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, et de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Madame Irène Mengasson, que nous écoutons. Le programme SENSEC-UE couvre un large spectre d'actions. Il reste caractérisé par son dynamisme, mais également son adaptabilité, d'où la rapide réponse fournie par une réallocation de ses ressources financières qui a permis l'acquisition de véhicules et de matériel, objet de la cérémonie de remise qui nous réunit ici aujourd'hui. Ils auront un bon usage du matériel et des produits qu'ils vont recevoir dans leur intérêt et dans l'intérêt des personnes avec lesquelles elles sont appelées à interagir quotidiennement. Encore une fois,
un partenariat qui rejoint l'Union européenne, l'Espagne, la France, l'Organisation internationale de l'immigration pour offrir dans ce domaine qui est un domaine clé du partenariat entre l'Europe et le Sénégal le meilleur de ce que nous pouvons apporter en termes d'expertise, de formation, de matériel et plus généralement de flexibilité dans les moyens dont nous coopérons en fonction des urgences qui sont celles du pays, on va dire à plus long terme, mais aussi dans le cadre d'une crise particulière comme celle d'aujourd'hui. Parlons maintenant des dégâts causés par les inondations. À Diourbel, plus d'une centaine de familles délogées par les eaux de pluie. Les maraîchers de la localité ont perdu espoir de tout récolte. Le plan Orsec est demandé des populations qui prennent encore leur mal en patience, car ce plan annoncé pourtant n'est pas encore présent là-bas dans cette zone. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Un tableau d'un véritable désastre écologique au centre-ouest de la commune de Diourbel. Ici, les maraîchers sont inquiets. En plus de perdre toute la production de cette année, ils ont aussi assisté impuissants à la dégradation de leur surface cultivable. Vous voyez là où nous sommes, c'est presque 1 mètre à 2 mètres de profondeur. C'est l'eau qui l'a fait. Ce ne sont pas les cultures qui peuvent retenir ça quand vous voyez des arbres, des cadres, des baobabs, des nimes. L'eau arrachée, c'est les racines qui sont en l'air. Donc je crois que la salade, l'oignon ne peut pas tenir à ça. Dans cette même commune, beaucoup de familles ont quitté leurs maisons. Elles leur ont été arrachées par les eaux de pluie. Plus de 35 maisons qui sont impactées. C'est des sinistrés. Ils ont sorti dans leurs maisons. À l'instant même, les maisons sont vides. La situation est identique dans tous les quartiers de la commune de Diourbel. Les sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour soulager les communautés. Ça va être très compliqué donc de donner un délai, vu donc le volume d'eau qui se trouve là. De toute façon, dans tous les cas, on va continuer donc les opérations jusqu'à ce que les populations soient soulagées. À Kër Baïlaï, ils vivent la même situation également. Au niveau de Kër Cheikh, donc idem. À Ngolomit 1, Ngolomit 2, donc pratiquement tous les quartiers sont envahis donc par ces eaux. Au nombre donc de 120 maisons qui sont inondées. Une situation désastreuse qui devrait faire réagir au plus haut sommet de l'État, dont le plan Orsec tarde à se faire sentir à Diourbel. Lutte toujours contre les inondations, un aménagement spécial réussi peut aider à faire face à ce phénomène naturel. Une conception des autorités du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires qui évoque un retard dans la mise en œuvre du dernier plan d'aménagement. Dans ce contexte marqué par la présence des eaux de pluie dans plusieurs localités du pays, l'importance d'un bon plan d'aménagement du territoire est indispensable. C'est un sujet qui est réalisé par Ibou Diouf et Diafaraba. Ces derniers jours, quand on parle de l'aménagement spécial et la question des inondations, le rapport est vite établi. Un défaut d'assainissement est souvent évoqué et des centaines de familles qui souffrent des conséquences de la pluie. Il y avait exactement une coïncidence entre les zones actuelles inondées et les zones humides où c'était des rivières, c'était des fleuves, des marigots, etc. Pour les autorités, cette situation est due à un plan d'aménagement qui a eu du mal à être mis en œuvre. Ce qui a occasionné une sorte de laisser-aller. Et ce laisser-aller a permis à des gens d'habiter dans des zones inondables non constructibles. Il y a eu des pluies exceptionnelles. Et vous le savez, il y a beaucoup de béton à Dakar et dans certaines de nos villes. On a aujourd'hui des difficultés par rapport à l'infiltration des eaux. Pour le ruissellement aussi, il y a beaucoup d'actions anthropiques. Un bon aménagement des terres peut avoir des incidences sur la gestion des inondations, d'où l'intérêt de trouver la bonne formule. Le plan national d'aménagement du territoire permet, en tout cas dans le futur, à partir de maintenant, de prévoir ces zones non édificantes qui existaient avant. Mais on a laissé habiter les populations avec les années de sécheresse de 1970. Il y a une vague de personnes qui ont quitté l'intérêt du pays pour venir se concentrer sur 0,3. Aujourd'hui, l'action des autorités doit être orientée vers les outils qui permettent d'une part de prévenir les inondations et d'autre part de réglementer l'occupation des sols.
Merci Bou. Et le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire et l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire ont présenté le plan national d'aménagement et de développement territorial. L'objectif est de promouvoir le développement du Sénégal à partir de ces territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités. Tous d'accord qu'aucun pays ne peut se développer s'il ne dispose pas d'une planification spatiale. C'est le sens de ce PNADT, le Programme national d'aménagement et de développement territorial, qui, rappelez-vous, a été validé le 24 janvier 2020. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu aujourd'hui cette rencontre avec le directeur général de l'ANAT, également avec l'UOMOA qui a appuyé pour l'organisation de cette rencontre de diffusion et de vulgarisation du PNADT, qui contient énormément de points importants. Nous pouvons citer le visa de localisation, nous pouvons citer également l'Observatoire national des territoires, et quelque chose d'extrêmement important, c'est ce que nous appelons les zones d'aménagement différées. Et l'hivernage s'est très tôt installé à Louga avec d'importantes pluviométries enregistrées dans toute la région. Le seul problème, c'est les attaques des insectes ravageurs qui ont englouti beaucoup de superficies de niébé, notamment. Les paysans réclament des opérations de traitement pour sauver le reste des cultures. Tchernoufal. Depuis le début de l'hivernage qui s'est installé très tôt à Louga, cette année, d'importantes pluviométries ont été enregistrées dans la région. À l'heure actuelle, les cultures se comportent très bien au niveau des champs. L'arachide est en état de gynoflorisation et début formation de gousses. Quant au niébé, il est à l'étape de fructification, à maturation, voire récolte en verre pour les premiers semis qui ont échappé aux attaques d'insectes. Cette année, il a beaucoup plu par rapport aux années précédentes. Depuis le début de l'hivernage, nous avons enregistré beaucoup de pluie. La saison est aussi marquée à Louga par les attaques qui sont très fréquentes dans la région. Cette année, d'importantes superficies de niébé ont été dévastées par la chenille poilue qui est apparue dans la région en début d'hivernage. Même l'arachide commence à donner des graines et sous peu, nous allons pouvoir récolter. Une partie des champs d'haricots a été pratiquement détruite par les insectes. D'ici jusqu'à presque Koki, les insectes ont presque tout mangé. Aujourd'hui, tout l'espoir des paysans repose principalement sur l'arachide. Cependant, celle-ci est également menacée par les pucerons. Il s'agit de petits insectes qui, comme les amsecta, sont nuisibles à la culture. Notre espoir repose maintenant sur la récolte de l'arachide. Nous demandons une aide en insecticides pour sauver le reste de nos récoltes. Les superficies dévastées par la chenille poilue sont évaluées pour le moment à plus de 4000 hectares de niébé. Et concernant les nouvelles attaques liées aux pucerons, presque l'ensemble du département de Louga est touché. La direction de la protection des végétaux va apporter des solutions. Des équipes ont été déployées pour traiter avec des insecticides le reste du niébé et l'arachide attaqué. Écoutons Yaya Sey, chef de la base de surveillance alerte de Dara Djolof. Également, nous avons des attaques de pucerons qui sont au niveau de l'arachide comme du niébé. Donc c'est un insecte vraiment qui fait beaucoup de dégâts également parce qu'il intervient au moment où le paysan vraiment a beaucoup d'espoir de récolter, au moment de la floraison et de la maturation du niébé. Pour faire face, donc c'est l'ADPV, donc c'est des opérations de traitement avec des unités de traitement. Donc en voici une. Donc c'est des unités qui sont envoyées sur le terrain et qui par jour peuvent faire jusqu'à une centaine d'hectares par jour. Voilà, donc avec du produit qui est également un produit très efficace.
Voilà. Bon, pour le moment, en tout cas contre ces pucerons, on peut dire que les traitements vont démarrer. Allons maintenant dans le sud. Rien n'y fait. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, la coupe abusive de bois en Casamance est toujours courante. La forêt continue d'être pillée par des trafiquants. Pour lutter contre cette déforestation sauvage, dans le département de Bounkiling, la commune de Djinani a lancé une campagne de reboisement. Des comités de vigilance ont également été créés dans tous les villages frontaliers. Bakary Conté et Kalidiamé. Le département de Bounkiling est complètement pillé par des trafiquants coupeurs de bois. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, ces malfaiteurs en complicité avec certaines populations de cette zone frontalière continuent de transporter des troncs d'arbres vers la Gambie. Une situation que déplorent les autorités locales. Nous sommes dans une commune qui est frontalière. Le département de Bounkiling est souvent cité dans des exemples qui ne nous conviennent pas trop. C'est le déboisement, presque massif on peut dire, et la détérioration de notre environnement. Et c'est ce que nous avons constaté. Nous avons réfléchi ensemble avec le conseil municipal. Qu'est-ce que nous pouvons apporter concrètement pour faire face à ça? Parce que la sensibilisation, ça fait des années. On a tenu beaucoup de conférences, beaucoup de grandes réunions pour sensibiliser sur la protection de cet environnement. Mais nous avons constaté que malgré toutes ces rencontres, cela ne fait que continuer. La commune de Djinani a lancé sa campagne de reboisement en collaboration avec les ASC. Aujourd'hui, nous avons 670 plants que nous avons reçus ce matin, parce que ce n'est que la journée de lancement et les jours qui vont suivre, les activités doivent continuer. Parce que pour la protection, ce que le lieutenant vient de dire, c'est surtout comment faire pour planter et sauvegarder pour qu'il y ait une survie. Des initiatives saluées par les partenaires. En tout cas, je pense que ça doit être dupliqué partout dans le département. Même partout en Casamance, ça doit être l'affaire. Ce n'est pas parce que la commune elle est frontalière avec la Gambie qu'il faut... Non. Même si on nous dit que nous, chez nous, on est des grands coupeurs, mais de l'autre côté, on est aussi des grands planteurs. C'est ce que le maire vient de montrer aujourd'hui. La commune de Djinani compte planter des milliers d'arbres d'ici la fin de l'hivernage et des comités de vigilance seront créés dans tous les villages frontaliers à la Gambie pour lutter contre la coupe abusive de bois. Merci Bakary. Et puis dernière nouvelle, désormais dans le transport, les places debout sont à nouveau autorisées. Il s'agit là également d'un assouplissement des mesures restrictives liées à la lutte contre la pandémie actuelle. Décision prise par arrêté le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Donc retenez l'information, les places debout sont désormais autorisées dans les transports. Le trafic, justement, a été très perturbé ce matin sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Cette voie a été le théâtre des affrontements entre étudiants Master 2 et les forces de l'ordre. Les étudiants qui ont barré la route ce matin demandent le paiement des bourses d'accompagnement, mais celle-ci n'est pas obligatoire. Selon le médiateur de l'UCAD, le professeur Sosé Diop, était l'invité d'Info du matin. Les échauffourées sont dues au fait que les étudiants, depuis 2 fronts, réclament le paiement de bourses d'accompagnement pour terminer leur mémoire de master. Il est évident que ces bourses d'accompagnement sont des moyens donnés par l'État à des étudiants qui n'ont pas pu terminer à temps leur formation. Et donc l'État a estimé que laisser partir des étudiants sur qui on a fait beaucoup d'investissements, ce serait une perte. C'est pourquoi ils ont fait le choix de les accompagner, mais ce n'est pas un accompagnement fondé sur un droit positif. C'est tout simplement une aide et jusque-là, le gouvernement le fait, le ministère de tutelle le fait pour que la paix continue à régner dans l'institution universitaire et que les étudiants puissent tirer profit de leur présence à l'université. La violence, peut-être qu'elle n'est pas très forte parce que les étudiants nous avaient avertis. Moi, je suis le médiateur. Les étudiants m'avaient parlé de leur plan. Mais ce qui rassure, c'est qu'ils sont dans de très bonnes dispositions parce qu'ils ont permis que les examens de la reprise se fassent sans heurts.
Ils se sont même impliqués dans l'organisation hier. Et c'est ça qui finalement, je crois, à mon avis, c'est ça qui a pu déterminer le recteur à aller voir le ministre, qui a compris aussi le sens de l'acte citoyen posé par les présidents d'amicales pour essayer d'entrevoir une solution, donc une sortie de crise. En cette période d'examen du BFM, intéressons-nous au collège Ousmane Socé Diop de Dieuppeul. L'établissement, vous le savez, n'est plus considéré comme un centre d'examen depuis des années à cause de son état de délabrement avancé. Les responsables de l'établissement interpellent les autorités sur la situation du collège. Cheikh Diop, Amadouba. CM Ousmane Socé Diop, Dieuppeul, un collège fermé en cette période d'examen du brevet de fin d'études moyennes pour cause la vétusté des salles de classe. Le CM n'est plus un centre d'examen depuis 2010. Donc en l'année scolaire 2009-2010, donc il y avait l'examen, il y a eu donc un torrent de pluie qui a fait que les élèves étaient trempés, ils ne pouvaient même pas continuer l'examen. Depuis 2010, l'école n'est plus considérée comme un centre d'examen. Il compte pourtant 4 classes de 3e. 168 candidats obligés de chercher le BFM dans d'autres centres. Une chose déplorable selon le principal de ce mythique établissement. L'état de délabrement a fait que les élèves, on a plus d'une centaine d'élèves qui n'arrivent plus à faire les examens dans leur propre école, mais ailleurs, dans une école privée. Alors, ces acteurs de l'éducation lancent un appel au gouvernement. Il y a eu des partenaires, des anciens de cette terrain qui ont eu à faire des efforts. L'État est venu, ils ont eu à faire des relevés, donc ils vont venir faire quelque chose, la direction de la construction, mais jusqu'à présent, on a... Que les autorités sachent que quand même c'est une école publique. Donc il appartient aux autorités vraiment de revoir l'état de l'école, parce qu'il y va de l'intérêt des élèves. Le CM Ousmane Socé Diop, un établissement d'excellence construit en 1962. Plusieurs personnalités de ce pays sont passées par là. Aujourd'hui, il a perdu son lustre à cause de son état de délabrement. Les anciens lancent un cri du cœur sur les réseaux sociaux pour sauver le CM Ousmane Socé Diop. Merci, cher. Et puis revenons sur le lancement des travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane que vous avez pu suivre hier sur la télévision Futur Média. Un événement réussi au regard des fortes sommes collectées grâce à la contribution des Sénégalais, près de 4 milliards selon nos informations. Mambiram Diouf. Dévotion à Dieu, gloire à Allah à travers cette nuit spéciale en date du 14 septembre, coïncidant avec le 23e anniversaire de la disparition de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Cette rencontre dédiée au lancement des travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane sous l'autorité du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy, sont présents des membres de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, de fidèles d'autorité, entre autres, et dans une démarche participative dans cette récolte de fonds dans l'union et pour l'amour du Tout-Puissant. Plus de 4 milliards de nos francs annoncés, des donateurs dont le geste est l'acte salué pour leur contribution dans ce vaste chantier béni. Il s'agit donc de la grande mosquée de Tivaouane dont le lancement des travaux avait eu lieu en 1904. Le format défini pour des raisons liées au Covid-19, des prières ont été formulées pour la paix et l'unité. Oui, Mambiram, mais ce sont les Sénégalais de tous bords et surtout de toutes confréries confondues qui ont répondu à l'appel du khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Ce 14 septembre sera désormais un marqueur de la solidarité sénégalaise. Le commentaire de Mortala Kane. 115 millions, 250 millions. Un tel a donné 100 millions de francs CFA, un autre 1 million. Les uns ont participé à hauteur de 1000 francs, 500 francs. De grosses fortunes des Gorgorlou ont mis la main à la poche pour contribuer aux travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane. Le montant global amassé en un laps de temps si court, quelques heures tout au plus, importe peu pour le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Lui peut sourire et être fier de porter le titre de khalife de son grand-père El Hadj Malick Sy. Puisque l'idée était de susciter la réaction des fidèles, de les associer à une œuvre collective dans un contexte de crise et de rareté des ressources dues à la Covid-19. Bien vu,
Le résultat est réconfortant et les membres du comité dirigé par le ministre de l'Énergie Mohamed Makhtar Cissé peuvent se frotter les mains. Dans 18 mois, un bijou architectural va sortir de terre. Rendez-vous est pris. À cette liste longue comme un chapelet de donateurs, il ne suffit pas de s'éterniser longtemps dans le wird pour tâter la contribution de fidèles mourides, hadrés même quelques-uns de confession chrétienne. Le Sénégal de la solidarité, de la fraternité a encore triomphé des démons de la division. Des images et actes pareils doivent faire tache d'huile dans tous les secteurs de la nation, une et indivisible. L'affaire des mourides doit être le souci de tous, celle des chrétiens et tout. La solidarité sénégalaise est une qualité que le monde nous envie et des citoyens devraient aussi s'organiser pour marquer leur action de solidarité envers ce peuple englué dans des abysses de difficultés à cause des inondations. Les sinistrés qui se comptent par milliers ont besoin de réconfort, d'assistance de tout le monde, pas que de l'État seulement. Par ces actions de solidarité, l'on montre à la face du monde que le Sénégal peut être touché, mais pas coulé. Le Sénégal, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, est un peuple grand par la fraternité agissante et la solidarité désintéressée de ses fils. Le Sénégal n'est pas petit. Le dire ne serait pas se mirer le nombril. Merci Mortala. Et de Touba, nous allons de Tivaouane, nous allons à Touba pour une note beaucoup plus triste. Je vous le disais en début d'édition, Touba Tchakanam a annoncé la mort par accident de 2 personnes qui prenaient part aux opérations de creusage pour le drainage des eaux de pluie sur la route de Tokorba. Nous avons en ligne Mohamed Jodiop. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, oui. Je vous entends très bien. Oui, manifestement, il s'agit d'un éboulement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de plus? Oui, comme vous l'avez dit, il s'agit exactement d'un éboulement sur un des chantiers de Touba Tchakanam à Darou Khoudoss, sur la route de Touba Belel. 2 personnes y ont perdu la vie. Une 3e victime blessée a été évacuée à l'hôpital Matlaboul Fawzine de Touba, où elle reçoit des soins. On n'en sait pas encore davantage sur son état de santé. Les faits se sont déroulés cet après-midi, shérif, vers 16h dans le chantier de Touba Tchakanam. C'est au moment où les manœuvres creusaient les tranchées, ces grosses conduites qui doivent activer les tuyaux destinés à l'assainissement de la ville sainte. C'est à ce moment précis donc qu'ils ont été surpris par un éboulement qui les a piégés à l'intérieur du trou. Bilan, 2 tués sur le coup et un 3e qui a été blessé et évacué à l'hôpital. Touba Tchakanam, l'association initiatrice des travaux à Touba, a sorti un communiqué dans la foulée pour préciser que ce drame est survenu, je le cite, malgré la prise par l'association de fortes mesures de sécurité. Fin de citation. Le khalife général des Mourides a été également informé de cet accident. Ajoute le communiqué, Chérif Diop. Merci beaucoup Mohamed Jodiop en ligne de Touba Mbaké. Et puis dans l'actualité internationale, l'ancien président malien Moussa Traoré est mort ce mardi. Il avait pris le pouvoir en 1968 avant d'être renversé en mars 1991. Condamné à mort, il avait été gracié en 2002 par l'ancien président Alpha Omar Konaré. Le reste de l'actualité internationale avec Ibrahima Khan. Exige immédiatement de la junte malienne la mise en place d'un gouvernement de transition civile. L'organisation sous-régionale avait fixé à ce mardi la date butoir pour que la junte désigne un président, mais également un premier ministre de transition dans la perspective d'organiser des élections dans un délai de 12 mois. Ce 15 septembre, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont rencontré à Accra, lors du sommet de la CEDEAO, les leaders de la junte en vue d'accélérer le processus. Une rencontre qui intervient quelques jours après que le Conseil national pour le salut du peuple a fait adopter une charte politique n'excluant pas l'accession d'un militaire à la présidence par intérim. Pour la CEDEAO, le temps presse et elle craint une déstabilisation d'autres pays voisins, ce qui saperait les efforts dans la croisade contre les groupes armés djihadistes dans l'ensemble du Sahel. En Côte d'Ivoire, au lendemain de l'invalidation par le Conseil constitutionnel de 40 candidatures sur 44 à la présidentielle du 31 octobre, l'opposition rue dans les brancards.
Pour Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo et dont la candidature a été validée, le Conseil constitutionnel a raté l'occasion de marquer son indépendance en acceptant la candidature du président sortant, manifestement inéligible, en refusant celle de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, privés de leurs droits civiques pour de purs motifs d'opportunité politique. Guillaume Soro, réagissant sur Twitter, conteste vigoureusement une décision injuste, inique, politiquement motivée et juridiquement boiteuse et qui s'inscrit dans une logique d'anéantissement de la démocratie et de l'état de droit. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé ce mardi à la Côte d'Ivoire de permettre à l'ex-chef rebelle et ex-premier ministre de se présenter. A noter que Abidjan a retiré sa déclaration de compétence à la dite cour en avril dernier et de fait se désintéresse depuis de ses décisions. Les Ivoiriens donc devront choisir entre le président sortant Alassane Dramane Ouattara, l'ancien président Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et enfin Kouadio Konan Bertin. Merci Brema. Et puis un mot de sport avant de filer à Soir d'Info. Kalidou Koulibaly encore approché par le Paris Saint-Germain. Le dernier Final 8 de la Ligue des Champions donne des idées à la FIFA. Et puis les Lions du handball en regroupement en France à la fin de ce mois de septembre. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Nous débutons par le handball une fois n'est pas coutume. L'équipe nationale féminine du Sénégal va passer une semaine de stage à Cherbourg. Les Lions y retrouvent le sélectionneur Frédéric Boujan, entraîneur du club local, à partir du lundi 28 septembre jusqu'au samedi 3 octobre prochain. Des retrouvailles après 9 mois pour raffermir les liens dans la tanière en vue du tournoi en mars 2021 en Espagne et la Coupe d'Afrique des Nations en juin prochain. La terre d'accueil des championnats d'Afrique 2020 des moins de 18 ans de basketball masculin et féminin est connue. En décembre prochain, 12 nations doivent prendre part à la compétition qualificative aux mondiaux des moins de 19 ans en 2021. Le basketball sénégalais, à l'arrêt depuis mars dernier, la participation des Lionceaux vice-champions d'Afrique en 2018 et celle des Lioncelles absentes à la compétition depuis 2012 est loin d'être acquise. Basketball toujours, en NBA, la finale de la conférence Est débute cette nuit. Elle oppose Miami Heat aux Boston Celtics, les deux meilleures défenses depuis le début des playoffs, au meilleur des 7 matchs. Dans la conférence Ouest, les Los Angeles Lakers vont connaître leur adversaire en finale à l'issue du 7e et dernier match entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers dans la nuit de ce mardi à mercredi. En attendant, dans le monde du football, Alfred Gomis, le gardien de but sur la lancée de sa dernière saison, est désigné meilleur joueur du mois d'août de son club Dijon en Ligue 1 en France. Kalidou Koulibaly pourrait lui revenir au pays de Marianne. Le Paris Saint-Germain, via son directeur sportif Leonardo, s'est de nouveau renseigné sur le défenseur sénégalais de Naples. Toutefois, pour le laisser partir, le club italien exige 80 millions d'euros. Henri Saivet est pour sa part indésirable à Newcastle. Le milieu de terrain est prié par l'entraîneur du club anglais de se trouver une nouvelle équipe pour relancer sa carrière, presque à l'arrêt depuis 2016. Pour FIFA souhaite une mise en place des playoffs dans tous les grands championnats. Un calendrier avec une seule phase sans match retour, puis des matchs à élimination directe pour rendre les compétitions plus imprévisibles à partir de 2022-2023. Reste à connaître la position des présidents de club. Lionel Messi, la star du FC Barcelone, est entré dans le club fermé des sportifs qui ont amassé plus d'$1 milliard de revenus durant leur carrière, selon le magazine Forbes. Il est le 4e à l'atteindre après Tiger Woods, Mayweather et Cristiano Ronaldo. Ce dernier est à la 2e place du classement 2020 de Forbes, derrière Messi et avant Neymar. Merci cher Sadibou, voilà c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous Aram. Vous recevez ce soir monsieur Salif Sawadogou pour parler de la situation en Côte d'Ivoire. C'est à vous. Merci bien Chérif Diop qui nous a pris plusieurs minutes.